Vous avez vu André Bilardon remettre l'écharpe à David Marty hier. Une question, se retirer en cours de mandat. On a vu Michel Bachelard à Quetigny aussi, il y a Jean Hémonin qui l'a fait à Chenôve, en Côte d'Or. Est-ce que c'est pas une façon de court-circuiter un peu les électeurs finalement parce que finalement il y a toujours un sortant, quoi. Votre David Marty sera sortant pour des prochaines municipales, donc on remettra pas les choses en jeu, quoi. Non, la question que vous posez est celle de la légitimité du maire qui devient maire en cours de mandat, évidemment. Ma conception de la fonction de maire, c'est qu'il est le chef, l'animateur, le leader d'une équipe, mais que toute l'équipe est investie par le suffrage universel. En d'autres termes, toute l'équipe municipale que j'ai peut-être un peu conduite à la victoire il y a 2 ans est tout à fait légitime. Et donc, moi, je considère que l'animateur est légitime, l'animateur a toute raison d'être le maire de tous, et donc c'est une pratique, surtout dans des périodes compliquées, qui, je crois, a son mérite, à savoir de faire les choses en douceur, parce que les défis qui sont ceux d'une ville sont suffisamment importants pour qu'on ne se perde pas dans des querelles inutiles. Vous parlez de périodes compliquées, on y vient justement. Le Creusot, c'est une ville particulière aussi parce qu'autour de cette usine, il a fallu de la main-d'œuvre. Il y a beaucoup de communautés étrangères qui sont venues. Alors, on parle souvent de la communauté polonaise au Creusot, qui est très ancienne. Mais il y a bien sûr d'autres communautés étrangères qui sont venues s'installer au Creusot. On parle beaucoup en ce moment, le maître mot, c'est le vivre ensemble. Et il est parfois difficile à maintenir dans une ville entre gens d'origines différentes, de classes sociales différentes. Quelle est votre position à vous, de maire du Creusot, pendant plus de 20 ans là-dessus? Est-ce qu'il faut tenir compte des communautés étrangères? Est-ce qu'il faut faire des efforts pour elles? Est-ce qu'il faut trouver une autre façon de faire? D'abord, je crois beaucoup à l'intégration. Et au Creusot, l'intégration s'est faite naturellement par le travail. Les premiers migrants en nombre important, ce sont les Polonais. Et puis, il y a eu les Italiens, les Portugais, les Espagnols, les Maghrébins, dernière communauté installée au Creusot, les Turcs. Et chacune d'entre elles a souhaité souvent conserver son identité pour revenir aux Polonais, premiers arrivés. Les Polonais, encore une identité au Creusot. Mais qui peut dire qu'ils ne sont pas intégrés au Creusot? Personne, évidemment. Par conséquent, c'est un long cheminement qui doit prendre en compte à la fois les identités, mais qui doit tendre à un objectif, à un but, à savoir que la société creusotine a cette chance, cette richesse d'être composée de tous ces apports successifs. Mais c'est vrai, les périodes sont parfois difficiles pour arriver à cela. Alors, le maire, il doit faire quoi? Il doit donner aux communautés ce qu'elles veulent, ou il doit essayer de les unifier? J'allais dire, il doit faire les deux. Il doit permettre à chacune d'entre elles de s'exprimer. Alors, elles ont, par exemple, quand elles le souhaitent, au Creusot, leurs propres locaux. Il y a une vie associative polonaise ou italienne, voire pour d'autres. Et puis, en même temps, il faut trouver des moments de rassemblement. À l'occasion de certaines manifestations, il faut que les communautés se retrouvent les unes avec les autres pour, à partir de la diversité, faire un tout, c'est-à-dire quelque chose qui est identifiable comme étant la société creusotine. C'est, encore une fois, souhaitable, c'est un long cheminement surtout. Il faut accepter la durée dans ces affaires-là. Et, me semble-t-il, il faut que l'équipe municipale, et singulièrement le maire, soit celui qui donne le là dans ces affaires, parce qu'il faut faire très attention aux dérives, surtout dans une période comme celle que nous vivons aujourd'hui. Vous avez dit tout à l'heure, c'est le travail qui intègre. Est-ce qu'à contrario, c'est parce qu'il n'y a pas assez de travail en France aujourd'hui qu'on a cette difficulté de votre point de vue? Évidemment, ça y contribue. Ça n'explique pas tout. Ça n'explique pas tout, parce que quand je dis les dérives, je pense naturellement au vote pour un parti extrémiste, pour un parti populiste, dont rien ne justifie, de mon point de vue, que ce vote se développe. Pour autant, il est là. Et il s'est enrichi, évidemment, des cris de colère de ceux qui s'estiment sacrifiés de notre société. Et on peut les comprendre, il faut être attentif à leur discours. Mais ça ne suffit pas à expliquer le succès de ce parti. Vous avez bien pu constater, à l'occasion des dernières élections régionales en particulier, que dans certains bourgs, vous aviez un vote Front National qui approchait les 40, voire davantage,
alors même que le chômage n'était pas présent dans ce bourg, ou peu présent. Par conséquent... Au Creusot, plus de 25%, c'est ça? 26%, au Creusot, c'est 26%. 26%. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est aujourd'hui, à l'occasion des élections régionales au deuxième tour, c'est autant, à un point près, c'est autant que la droite républicaine. Le Parti socialiste se rapproche des 50, naturellement. Alors, pour autant, vous avez fait le choix, par exemple, de soutenir 2 projets de déplacement et construction de mosquées au Creusot, alors que le débat, ça vous est reproché par le Front National en particulier. De votre point de vue, il faut soutenir, accompagner de cette manière-là et pas refuser tout ce qui peut relever d'une communauté? Sur la question des lieux de culte, et en particulier des mosquées, moi je considère que chaque religion a le droit à avoir sa place, et en particulier son lieu, digne de ce nom, dans une société, surtout lorsqu'il s'agit d'une société comme la société creusotine. Et par conséquent, la ville, je le place en termes de devoir. La ville se devait de créer les conditions pour que des lieux de culte qui étaient devenus inadaptés pour les populations qui fréquentaient ces lieux de culte puissent se déplacer dans des lieux plus convenables par rapport à l'exercice du culte. Ce qui est vrai pour une religion doit être vrai pour n'importe quelle religion, et celui qui vous parle, qui est de ce point de vue extrêmement distant par rapport au phénomène religieux, a vécu tout cela comme étant un véritable devoir de premier magistrat. Est-ce que la culture fait partie de ce qui, dans une ville, peut contribuer à souder l'ensemble de la population? Vous voyez venir ma question, le Creusot, 20 000 habitants, a une scène nationale. Est-ce que ce n'est pas un petit peu petit pour une scène nationale? Mais la culture, c'est une question de priorité. Moi, je pense que l'intégration se fait aussi au niveau de l'intelligence. Plus les gens seront intelligents, et plus l'intégration se fera, puisqu'on vient d'évoquer la question des migrations. Et donc, l'enjeu culturel est un enjeu majeur. Je suis très en colère quand je vois, on le constate presque tous les jours, que certaines villes ont pris la culture comme étant la variable d'ajustement des difficultés financières des communes. C'est une honte, une chose pareille. Non, la culture doit être, à mes yeux, une priorité, parce que c'est la priorité à l'intelligence de tous. Et par conséquent, scène nationale, festival, médiathèque, les écoles de danse ou conservatoires de musique, tout cela est une absolue nécessité pour une ville comme le Creusot. Et je l'aurais défendu jusqu'au bout, et je suis convaincu que mon successeur empruntera la même voie. Il a intérêt après ce que vous venez de dire. On parle beaucoup dans les communes, on a entendu les maires en parler, de la radicalisation de certains jeunes, de la communauté musulmane. Est-ce que le maire, que vous avez été jusqu'à il y a quelques jours, il se préoccupe de ça, il est au courant, il s'inquiète de ce type de choses? Qu'est-ce que vous avez à en dire? La vigilance. Oui. Il faut être... Vous l'avez observé au Creusot, vous le savez? Il y a une nécessité d'être attentif à l'évolution de quelques-uns, naturellement. Alors il y a un endroit où la question est approfondie et travaillée. C'est ce qu'on appelle le CISPD. Alors c'est le Conseil intercommunal pour la sécurité et la prévention de la délinquance, qui regroupe les communes de l'agglomération du Creusot, où on réfléchit tous, ensemble. Ensemble, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'éducation nationale. Ça veut dire les collectivités locales. Ça veut dire les forces de police et de gendarmerie. Ça veut dire les bailleurs sociaux. Ça veut dire tous les acteurs de la vie sociale, y compris les associations, y compris le département dans ses responsabilités, se retrouvent pour être attentifs à tout cela. Et depuis maintenant 2 ans, je crois, nous avons mis parmi nos priorités la question de la radicalisation, avec de la formation en direction de celles et ceux qui ont en charge, en particulier les jeunes. Vous savez qu'on développe depuis un certain nombre d'années maintenant les activités périscolaires. Eh bien, nos encadrants des activités périscolaires sont tous désormais formés sur cette question de l'enjeu de la radicalisation, parce qu'il faut être extrêmement attentif. Le Creusot a été touché très directement lors des attentats de Paris, au Bataclan en particulier, et dans le quartier.
Ça a été un de vos derniers moments de maire, d'ailleurs, finalement, en action. Vous l'avez vécu comment? C'est un moment particulièrement difficile. Ben, vous savez que les deux jeunes femmes d'origine creusotine étaient en même temps des jeunes femmes de l'immigration maghrébine. Vous êtes devenu un peu symbole à votre... Oui. sans le vouloir. Ouais. Et du coup, l'émotion au Creusot a été considérable. Et les Creusotins, mis à part une toute petite minorité, ont serré les coudes et ont compris qu'il y avait derrière tout ça des enjeux qui étaient des enjeux majeurs. Et quand je vois ce que nous faisons pour l'accueil des réfugiés, en particulier des réfugiés d'origine syrienne, aujourd'hui au Creusot, nous avons répondu tout de suite. On va dire que vous faites partie des communes qui se sont proposées tout de suite. Absolument. Quand je vois l'élan qui s'est créé au niveau associatif pour accueillir ces personnes, je pense que ce contexte du moment a été quelque chose de décisif. Il nous reste 1 minute 30, André Biardon. Un remords, un regret? Oh, j'en ai plein. Alors, si je vous dis, tous mes remords, il me faut plus d'une minute et demie. Il en est un qui est obsédant pour un élu, c'est de ne pas avoir réussi à entraîner tout le monde, je dis bien, avec lui. Et par conséquent, considérer aujourd'hui que certains s'en vont sur des voies qui sont des voies totalement à l'opposé de ce qui a été la mienne, me donne un sentiment d'insatisfaction et de ne pas avoir tout réussi, naturellement. Et puis sans doute aussi quelques dossiers. J'ai au moins fait une chose, je crois. Alors là, je tiens à l'évoquer. C'est, je ne crois pas avoir laissé passer une opportunité, car j'ai pris, me semble-t-il, les risques quand il fallait les prendre. C'est dur de passer la main, André Biardon, d'arrêter. Oui, c'est difficile. Oui, c'est difficile, parce qu'en plus, moi, je n'ai fait que ça depuis presque 40 ans, même un peu plus, si je prends la totalité de mes mandats. C'est difficile, mais que voulez-vous, les années sont là, les dossiers l'essentiel ont été menés à bien, c'est une satisfaction, et puis les résultats électoraux de l'année 2015 m'ont conduit à considérer que c'était le bon moment. Merci beaucoup, André Biardon, d'être venu prendre du temps pour évoquer avec nous votre carrière. Samedi prochain, rendez-vous même heure, même endroit pour un nouveau numéro de La Voix est libre avec un débat sur le projet de déchéance de nationalité. Bon week-end, au revoir et merci.